Bonjour. Branle-bas de combat dans la cité phocéenne en cette fin d'été 1905. Marseille est en ébullition, comme dans les moments les plus glorieux de son histoire. À la mairie, Amable Chanon, qui avait succédé en 1902 à Siméon Flessière, son adversaire de toujours, est de plus en plus fébrile. Il ne parvient pas à obtenir de précision sur le jour d'arrivée de celui que l'on attendait, et cela le désespère. Qui était donc ce personnage prestigieux dont la venue semblait lui causer tant d'émoi? Était-ce M. Armand Fallières, président de la République, ou une tête couronnée? En avril, Marseille avait reçu avec faste le roi d'Angleterre, Édouard VII. C'était en fait bien mieux que tout cela. C'était une légende vivante, de surcroît sosie de notre grand Frédéric Mistral, le fameux Buffalo Bill en personne. De nos jours, la plupart des ligues de protection animale n'hésiteraient pas à le poursuivre en justice pour avoir été un grand massacreur d'animaux. Mais à l'époque, il faisait l'admiration de tous. Et l'arrivée dans notre ville d'une légende vivante venue des États-Unis d'Amérique, c'était un événement extraordinaire. Ce chasseur de bisons acharné, qui n'avait jamais pris en considération la vie animale, était surtout un homme d'affaires avisé et peu scrupuleux. De son vrai nom, William Cody, qui s'était inventé de toutes pièces, avec l'aide d'un journaliste astucieux, Ned Buntline, un personnage de héros au nom de Buffalo Bill, Buffalo signifiant bison en anglais. Ce personnage était digne de tous les héros de Fenimore Cooper. À la fin d'une tournée européenne, il donna donc dans la cité phocéenne, durant plusieurs jours, ses spectacles de pseudo-cirque faisant revivre les mythes de la conquête de l'Ouest, encore toute récente, les Wild West Show, peut-être la plus grande entreprise de bluff publicitaire à l'échelle mondiale. 800 hommes et 500 chevaux, acheminés par 3 trains spéciaux, s'installèrent sur un vaste terrain militaire avec des milliers de piquets et de poteaux. Toute la presse locale était invitée à assister au premier grand show, inaugurant une série de représentations, 2 quotidiennes, qui débutèrent le 1er novembre pour s'achever 12 jours plus tard. Le cérémonial était toujours le même pour chaque représentation, parfaitement millimétré. Un orchestre jouait des airs américains pour chauffer la salle, puis entraient les cavaliers pour la parade générale. Indiens, cow-boys, cosaques, mongols, bédouins se succédaient pour symboliser la jonction entre l'Orient et l'Occident, et clou du spectacle, Buffalo Bill surgissait en personne sur son blanc destrier pour une démonstration de tir d'adresse avec d'autres fines gâchettes. Il y avait aussi des tableaux vivants, inventant la mythologie de l'Ouest, l'attaque d'un convoi de pionniers et la riposte américaine, le dernier combat de Custer, l'emblématique général de cavalerie qui s'illustra durant la guerre de sécession et les guerres indiennes du XIXe siècle, ou bien encore le duel mémorable de Cody avec un chef indien. À la fin de chaque séance, un tramway spécial ramenait le public en centre-ville. C'était absolument magistral, selon la presse, et les spectateurs étaient chaque jour plus nombreux. Le
petit Provençal parlera de spectacle du siècle, et le petit Marseillais d'une bouffée d'air pur venant du Nouveau Monde. De surcroît, au cours de ce show phénoménal, on ne cessait de manger au rythme des numéros. 500 kilos de pain, 400 kilos de patates, 300 litres de lait et 75 kilos de café étaient consommés sur place dans une joyeuse ambiance. Et les Marseillais, comme les autres, se laissèrent avoir, ou plutôt, pour être gentils, se laissèrent séduire et enthousiasmés par cette organisation à l'américaine. Ils vinrent en masse remplir les caisses de ce monsieur loyal, pour le moins mercantile. Puis Buffalo Bill repartit, les poches bien garnies, avec sa formidable machine itinérante qui préfigurait celle que nous connaissons aujourd'hui et déplace toujours les foules. Mais l'on raconte que 7 peaux-rouges, éblouis par l'art de vivre marseillais et le doux climat méditerranéen, décidèrent de rester dans la cité phocéenne, et peut-être d'ailleurs, leurs descendants y sont-ils encore. Ce qui est certain, c'est que le souvenir du séjour de l'icône du Far West resta vivace dans la mémoire collective des Marseillais, au point même que le terrain au bout du boulevard à bateaux, où s'était dressée l'arène et sur lequel furent reconstruits ensuite les ateliers de réparation des wagons de la SNCF, fut appelé depuis, par les cheminots, le pré de Buffalo Bill. Et les cartes postales de Dominique Piazza, l'inventeur marseillais de la carte postale photographique en 1891, immortalisèrent les acteurs de ce super show et de son légendaire organisateur, Buffalo Bill. Autre conséquence indirecte du séjour de l'habile showman à Marseille, un Parisien de 24 ans, Jean Amann, dit Joey Amann, qui avait rencontré Buffalo Bill au Nebraska, puis l'avait revu dans le Midi, décrochant ainsi un emploi dans la tournée française de 1905, commença à jouer pour le cinéma dans des petits westerns bon marché, que l'on appela western camembert. Il tourna d'abord en région parisienne, puis avec son ami le réalisateur chevronné Jean Durand en Camargue, où il se lia d'amitié avec le poète aixois Majorat du Félibrige et éleveur de taureaux Folco de Paroncelli. Ces films, nettement inspirés des Wild West Shows, séduisirent le public français et surtout méridional jusqu'en 1914. Et, grâce à lui, les manadiers de Baroncelli se transformèrent en cow-boys et en indiens. Ils jouèrent leur rôle avec tant de sérieux et de conviction qu'ils seront à l'origine du personnage du gardien. En France, la Grande Guerre allait porter un coup d'arrêt définitif à ce genre populaire, et c'est aux États-Unis, à Hollywood, que le western allait prendre tout son essor. Quant à Joey Amann, il continua à créer des films en tant que réalisateur jusqu'en 1937. Puis il redevint acteur après la Seconde Guerre mondiale et joua des petits rôles surtout dans des ciné-romans jusqu'en 1967. Dessinateur et aquarelliste, il publia en 1962 un livre autobiographique préfacé par Jean Cocteau, du Far West à Montmartre. Buffalo Bill, de son côté, décédera en 1917, à peu près entièrement ruiné, mais sa légende, et à travers lui le mythe du Far West, ne s'éteindra plus. Elle constitue toujours aujourd'hui un atout touristique considérable pour la ville de Cody,
qu'il fonda près du parc national de Yellowstone, ainsi que pour tout le Wyoming, de même que pour son Iowa natal, et une manne inépuisable en matière de ressources financières. À cause de cela, si William Cody a beaucoup péché, il lui sera beaucoup pardonné, comme disent les Américains. Je vous remercie.